Alors on y va. En guise de préambule, je vous citerai un petit passage que j'adore, que vous reconnaîtrez tous, et en particulier mes amis du Centre de philosophie du droit de Louvain-la-Neuve, puisqu'ils l'ont déjà entendu. Je vous cite un petit passage, celui qui reconnaît qui c'est a gagné toute mon estime. Vers le médecin. Freud a fait glisser toutes les structures que Pinel et Tuke avaient aménagées dans l'internement. Il a bien délivré le malade de cette existence asilaire dans laquelle l'avaient aliéné ses libérateurs. Mais il ne l'a pas délivré de ce qu'il y avait d'essentiel dans cette existence. Il en a regroupé les pouvoirs, les a tendus au maximum, en les nouant entre les mains du médecin. Il a créé la situation psychanalytique où, par un court-circuit génial, l'aliénation devient désaliénante parce que dans le médecin, elle devient sujet. Le médecin, en tant que figure aliénante, reste la clé de la psychanalyse. Donc, vous avez compris que je cite Foucault. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas supprimé cette structure ultime et qu'elle y a ramené toutes les autres que la psychanalyse ne peut pas, ne pourra pas entendre les voix de la déraison ni déchiffrer pour eux-mêmes les signes de l'insensé. La psychanalyse peut dénouer quelques-unes des formes de la folie, elle demeure étrangère au travail souverain de la déraison. Elle ne peut ni libérer ni transcrire, à plus forte raison, expliquer ce qu'il y a d'essentiel dans ce labeur. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la vie de la déraison ne se manifeste plus que dans la fulguration d'œuvres comme celle de Hölderlin, Nerval, Nietzsche ou Artaud, indéfiniment irréductibles à ces aliénations qui guérissent, résistant par leur force propre à ce gigantesque emprisonnement moral qu'on a l'habitude d'appeler par antiphrase sans doute la libération des aliénés par Pinel et Tuke. Voilà donc comment Michel Foucault terminait en 1972 le 4e chapitre, Naissance de l'asile, de sa légendaire Histoire de la folie à l'âge classique. Vous voyez de quoi je parle. Eh bien, n'en déplaise à sa prophétie, la psychanalyse ne pourra pas entendre les voix de la déraison. Eh bien, mon avis, c'est que c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. En particulier, la position quasi divine du psychanalyste. Foucault indique juste avant que Freud a amplifié les vertus du thaumaturge, du personnage médical, préparant à sa toute-puissance un statut quasi divin. Le psychanalyste quasi divin, excusez-moi, mais les bras m'en tombent, ça n'est pas du tout ma pratique, je n'y crois pas. Et on verra ce que ça devient. Alors, avant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être, c'est ce que Foucault a pu en dire, loin de moi l'idée de contester la critique foucaultienne dans son intérêt historique, que du contraire. Il s'agirait, à mon sens, presque d'écrire un nouveau chapitre, sans prétention, le 6e, au-delà du cercle anthropologique qui clôt ce volume pour les siècles à venir. Un nouveau chapitre, oui, qui relaterait quelles distorsions et avancées conceptuelles, pratiques, cliniques, sont devenues possibles, en particulier, à mon sens, grâce aux travaux de Jacques Lacan, en particulier le dernier enseignement, et de Félix Guattari, à la Borde, la psychothérapie institutionnelle, Houry, Deligny, l'analyste, ici, c'est le groupe des enfants. Voilà la question de base. Donc, pour ma part, je travaille depuis bientôt 14 ans dans une institution parapsychiatrique, l'Institut La Porte Ouverte à Bliquy. C'est un petit village proche du nord de la France. Ici pratique un hébergement et un accompagnement clinique d'adolescents dits psychotiques et autistes, clinique au long cours. Pour les Belges, ça dure 3 ans, pour les Français, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 ans, en tout cas du début de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Je regarde un petit peu le public, je vois que tout le monde ne m'a pas... Bon, je vais quand même présenter l'Institut, puisqu'il y a de telles nouvelles. Donc, rapidement, il s'agit d'un ancien couvent qui date des années 50, couvent vieux rafio, toujours en train d'être bricolé, parce que c'est une vieille maison, mais la laïcisation des pratiques date des années 50. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était des sœurs, comme souvent parfois dans l'accueil des folies. Et à partir des années 50, on a invité, au départ, d'anciens paramilitaires, et puis peu à peu des éducateurs spécialisés, enfin voilà. Il y a tout un historique de cette institution qui, quelque part, début 21e siècle, est clairement basculé du côté de la clinique. On a, ces dernières années, vraiment construit énormément de choses. On a beaucoup travaillé à plusieurs pour essayer, quelque part, de faire évoluer l'institution dans l'offre de prise en charge qu'on propose aux autistes et aux psychotiques.
La maison dont moi je suis le responsable s'appelle Les Glycines, donc à la porte ouverte à Bliquy, dans la région dans le Tournaisis, dans le sud de la Belgique. Cette maison est dédiée à accueillir 12 adolescents dits psychotiques et autistes. Et il faut dire aussi que ces derniers mois, on a eu un renouvellement du groupe. Donc voilà, il y a des nouveaux cas et une nouvelle clinique en devient possible. Et autre nouveauté notable, très content de dire ça puisque Jean-Christophe Godard est présent parmi nous, depuis quelques années, la collaboration avec la plateforme de recherche Europhilosophie a permis l'organisation d'un premier stage à la porte ouverte. Et Till a été justement notre premier stagiaire transversal, j'ai envie de dire. Et Till reviendra d'ailleurs prochainement dans nos activités cliniques. Bon alors, comment est-ce qu'on travaille à la porte ouverte à Bliquy? Il s'agit d'une orientation qui participe de la psychanalyse appliquée à la thérapeutique, qu'on appelle la pratique à plusieurs. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais enfin, la pratique à plusieurs a comme enjeu, plutôt que de tenter de forcer et de traiter les autismes et les psychoses, comme d'autres méthodes d'ailleurs, on tente plutôt de rencontrer chacun selon ses singularités, et avant de faire quoi que ce soit, on essaie d'abord de se laisser enseigner par ce qui a déjà été produit par le psychotique ou l'autiste, et d'en prendre la suite, en tout cas d'en devenir partenaire. Je vous rappelle en passant, parce que je vois que pas mal de gens l'ont sans doute déjà entendu ici, que le terme pratique à plusieurs date du début des années 90. C'est un terme inventé par Jacques-Alain Miller, gendre et continuateur de Jacques Lacan, qui parlera du travail d'un psychanalyste italien, Antonio Di Ciaccia, qui est le fondateur de l'Antenne 110. L'Antenne 110 est une institution belge dédiée à l'accueil d'enfants psychotiques et autistes. C'est quand même incroyable que les Italiens, Cavazzini, viennent travailler en Belgique, longue date. Oui, c'est vrai, les plus marginés. Voilà. Et donc, avant Cavazzini à Liège, on a eu Di Ciaccia à Bruxelles, qui a fondé, à mon sens, une des institutions les plus intéressantes dans l'usage appliqué de la psychanalyse dans le traitement des psychoses et des autismes. Donc l'Antenne 110. Cette trouvaille, dit Éric Laurent, correspond au fait qu'il faille un sens des responsabilités partagées, aiguisées par les difficultés elles-mêmes. Dans la pratique à plusieurs en institution avec des psychotiques et des autistes, on pratique l'autorisation de jouer du cristal de la langue, là où la plupart désespèrent de ne pouvoir communiquer avec le sujet. Il faut pouvoir s'y autoriser alors que, selon l'intuition, tout va contre. Évidemment, dans les psychoses et dans les autismes, peu de subjectivité, soi-disant. L'enjeu éthique, c'est de ne pas céder sur le désir de parier pour l'existence d'un sujet, là où tout permet d'oublier si facilement. Se mettre à plusieurs pour mieux se donner le courage de ne pas céder sur le désir. Belle leçon de vertu psychanalytique. Donc, tout l'enjeu de la pratique à plusieurs en institution, c'est utiliser la psychanalyse pure, mais appliquée à un contexte institutionnel. En d'autres termes, dit Di Ciaccia, nous savons tous que l'humain a affaire avec le signifiant, mais pas tout le monde a affaire avec le signifiant de la même manière. Pour certains sujets, la position subjective, l'autre avec un grand A, l'autre avec un petit a, et finalement l'objet qui vient compléter le sujet ne se cuisine pas de la même façon. Vous pourrez questionner cette mise en forme aussi. La pratique clinique en institution correspond donc à un doux forçage. C'est vraiment un des concepts qui est le plus opérationnel dans la pratique clinique, c'est le doux forçage. On fait offre, on n'impose pas, on propose, on n'impose pas, mais il faut donner un petit coup d'épaule quand même pour que ça se débloque, tout en étant convivial. Donc, un doux forçage à travers lequel l'enfant autiste ou psychotique peut saisir la chance, voilà le concept essentiel, de troquer le réel pour du semblant. Troquer le réel pour du semblant. Ça, c'est vraiment ce à quoi on travaille. Au fond, la spécificité de la pratique à plusieurs est l'interchangeabilité des membres de l'équipe comme partenaires du sujet souffrant. C'est cette interchangeabilité qui est strictement fonction de la clinique du sujet, au cas par cas, selon les problématiques. Elle s'avère avoir une certaine pertinence lorsque la jouissance annule pour un sujet la possibilité même de demander au symbolique de le soustraire à la pulsion de mort. Et on va le voir dans le cas clinique qui va suivre. Il faut bien vous dire que les enfants et les adolescents avec lesquels je travaille sont sur un bord vacillant. Vous verrez dans le film certaines... Il y a même des autistes qui ondulent, si vous voulez.
Ils sont entre la vie et la mort, phénoménologiquement et plus que ça. Vous verrez à la fin de la conférence certains exemples, mais je ne résiste pas au plaisir de maintenant vous présenter un cas clinique que j'ai appelé un cas difficile. Kevin, ou l'enfant qui n'avait que les rayons du soleil comme jouet. Voilà le nerf de l'histoire d'aujourd'hui. Donc il n'avait que les rayons du soleil comme jouet. Les 3 premières années de sa vie se déroulent avec ses parents. Il aurait été fortement négligé, laissé livrer à lui-même la plupart du temps. Des dossiers le concernant s'isolent une vignette clinique terrible. Louis, seul, à 2-3 ans, dans son parc, le linge pas changé, s'époumonnant pour appeler un autre qui, bien que présent, ne répond pas. Les parents étaient dans la pièce adjacente, vraisemblablement sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Le bébé pleurait, appelait, personne ne venait. Il était là tout seul dans son parc, et les seuls jouets qu'il avait, c'étaient les rayons du soleil. Un diagnostic d'autisme infantile sévère est posé précocement. À l'heure actuelle, sa maman est depuis fort longtemps absente et serait sans domicile fixe à Bruxelles. Son papa, que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans des services judiciaires, est en prison. A priori, suite à du trafic de drogue et à une tentative de meurtre sur un des demi-frères de la maman de Kevin. Un papa, c'est assez particulier. Bref, la seule fois où j'ai vu le père de Kevin, c'était entre deux gendarmes. Donc, c'est un gamin qui vient d'une famille recomposée. La maman de Kevin est issue d'un premier mariage de la grand-mère, premier mariage qui ne tiendra pas. Kevin est en fait le fils d'une fille de la première union de la grand-mère, qui a toute sa place dans la problématique, vous allez le voir. On voit que la famille s'est relativement fatiguée, vu les difficultés du cas, puisqu'on a dans les dossiers judiciaires une tentative de suicide ratée du grand-père qui tente d'emmener l'enfant à une balançoire et de se pendre avec lui. C'est pas terrible comme vignette. De la même manière, la grand-mère a fait une tentative ratée de suicide aux médicaments. Donc c'est dans un contexte tout à fait complexe que le dossier passera ce qu'on appelle en Belgique du service d'aide à la jeunesse au service de protection de la jeunesse. Donc vous voyez la gravité du cas. Au début c'est compliqué et puis c'est dangereux. C'est un peu pour résumer la différence SAJ et SPJ. Et donc c'est à l'âge de 13 ans et demi que Kevin arrive à la porte ouverte à Blicky, là où je suis responsable de la maison Les Glycines, avec une situation dramatique, puisque on n'a jamais vu une convention individuelle de ce type-là. Il a été refusé de toutes parts, il a sillonné toute la Belgique psychiatrique ou parapsychiatrique, il est connu de tous les services médicaux ou paramédicaux, personne n'en veut. Il a une réputation qui le précède, et donc on peut se dire que l'enfant qui jouait avec les rayons du soleil est devenu un cas lourd de psychiatrie belge, avec peu de place, pas d'endroit où l'accueillir, un véritable drame humain. Bon, le directeur nous convaincra vite de faire des miracles, puisque le partenariat entre l'Institut La Porte Ouverte et ce qu'on appelle en Belgique l'AWIP, donc l'Agence Wallonne d'intégration des personnes handicapées, lui semble une des pistes les plus intéressantes de travail. Bon, voilà. Donc on accueille Kevin avec toute son origine bizarroïde, et au niveau de la direction, on est presque sommé de réussir avec un cas impossible. Bon, alors, on arrive, ça fait environ 1 an qu'on travaille avec Kevin. Au début, tout au début, les premières semaines de prise en charge, on essaye d'avoir, comme pour tous les cas qui arrivent chez nous, une période d'observation pour voir un petit peu qui est la personne, comment on va essayer de travailler avec ce gamin-là, finalement, ce gamin-là, en pensant à Deligny. Alors, à son entrée, Kevin ne parle pas. Il pousse des petits borborigmes, le plus souvent des voyelles. Lors de son essai, parce que généralement on fait un essai d'1 semaine avant d'accepter le cas, mais là, vu le directeur n'a pas trop le choix, Kevin nous étonnera par des réalisations avec des fils de laine. Il semble vectorialiser ses déplacements dans l'espace, et ces fils de laine prennent vraiment beaucoup de place. Il se signale déjà par diverses détériorations du cadre, oscillant entre une opération singulière de décompression ou de marque à même le corps de logis,
et de vérification de la solidité de la maison. Les premiers mois sont catastrophiques. Il demande une attention constante. Il se met dans de grosses colères si nous ne le comprenons pas. Il se mord la main, se tord le sexe. Son inscription est vacillante et de nombreuses fugues émaillent les débuts. Une surveillance, une vigilance constante sans de mise, tant la fureur et la mise en danger de ce petit corps déjà bien marqué par la malvie semblent palpables. Par exemple, comme Vincent Van Gogh, il lui manque la moitié d'une oreille. Aussi, nous avons dû adapter les lieux, nous avons dû masquer les caves trop apparents, nous avons dû rehausser les clôtures du jardin, nous avons dû installer un bord qui tienne pour ce cas bien turbulent. Till donnera une description aussi précise qu'émouvante dans son rapport de stage. Je cite une romane. Kevin est un enfant de 14 ans, environ d'1m40. Il portait sa tête inclinée vers l'avant, de sorte qu'il ne nous regardait jamais d'en face, mais toujours d'en bas. La moitié d'une de ses oreilles a été coupée, et ses yeux à peine ouverts dévoilaient des iris déplacés vers le fort intérieur de sa tête. Ses mouvements ressemblaient à des chutes rattrapées au dernier moment par une force musculaire contrebalancée. Il marchait en tombant avec son buste vers l'avant, évitant cette chute avec ses pieds et laissait traîner ses chaussures sur le sol. Quand il était déçu, mais aussi quand il se réjouissait, il poussait un cri d'animal, se mordait la main et se tordait le sexe. Sa médication était tellement forte que ses muscles étaient constamment relâchés, ce qui provoquait une bouche toujours ouverte, d'où sortait un grand filet de bave, risquant de tomber à tout instant. La seule occupation possible pour ce garçon était de casser, de détruire tout ce qu'il appelait. Comme le seul rapport à l'autre qu'il a connu, et ceci probablement de sa toute petite enfance, se réduisait au bricolage et la destruction violente de son propre corps et de ses capacités d'exister, l'unique rapport au monde envisageable pour Kevin consistait dans ce même rapport destructeur. Tout attachement à un objet aboutissait ainsi à la destruction de celui-ci, de sorte qu'il devenait extrêmement dangereux dès qu'il commençait à s'intéresser à quoi que ce soit. Voilà ce que Till avait écrit fin de l'an dernier dans son rapport consécutif. Donc, finalement, tout l'intérêt d'inviter des artistes, des philosophes dans la clinique, c'est ce type de rapport-là. Alors, revenons au cas de Kevin. Kevin est un passionné des fils, des ficelles, des câbles électriques, des cordes. Ils sont systématiquement mis à mal, utilisés dans différents montages étonnants. Kevin a une mémoire surprenante des fils intéressants. Il demande parfois à être lui-même attaché ou enroulé de fils. On peut supposer, enfin même plus que supposer, j'ai eu des assistants sociaux des services judiciaires pour me le dire, quand il était petit, il était difficile, on le mettait dans un sac de couchage, on fermait la tirette, on mettait une ficelle autour et on le mettait dans un coin. C'est moins emmerdant comme gamin, évidemment. Mais les ravages de ce type d'agissement se font encore sentir alors que maintenant il est adolescent. Ça s'est marqué quelque part et je pense que même s'il a été difficile, l'enfermer dans un sac de couchage avec une corde, ça explique peut-être pourquoi c'est un passionné des fils, des câbles et autres, mais on verra. Ce qu'on voit, c'est que ces opérations sont en écho au chaos de son grand autre. Au fond, ce qui l'arrête dans les premiers temps de prise en charge, c'est d'observer les hommes de métier. Dès qu'il voit des ouvriers à proximité, dès qu'il est témoin d'adultes qui mettent des fils, qui forent, qui sont avec une visseuse, une foreuse, enfin, voilà. Là, à ce moment-là, le gamin turbulent se pose, s'arrête, et tout chantier qui se déroule à ses environs semble intéressé. Il est fasciné, il n'y a pas d'autre mot, par tout ce qui est bricolage et même corps de métier. On observe aussi de la même manière que quand il est debout, quand il est dans une position phénoménologiquement de verticalité, il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que quand il est allongé. Le degré zéro de la présence, pour lui, est tout à fait intéressant. On s'est rendu compte qu'à même le corps, donc quand il est debout, c'est une horreur, quoi. Il faut forer, c'est très compliqué. Par contre, il est arrivé avec une intelligence surprenante à repérer, en mettant son corps par terre, quels étaient les circuits des tuyaux du chauffage dans l'institution. Et donc, il s'est créé son spa de luxe, comme ça. Il arrive à aller se mettre comme ça dans un petit coin. Et là, voilà. Oh là, il fait bon, je suis par terre et je n'emmerde plus personne et je n'emmerde plus non plus. Donc, il a une intelligence de repérage à la surface propre du corps
Topologiquement, il arrive à repérer les endroits où son corps peut se poser, ce qui est déjà l'embryon d'une place. On va y venir. Bon, on se rend compte quand même que ça casse, ça troue, ça force, ça arrache, ça brise, enfin, c'est au travail. Du côté d'une manie à même le réel. C'est une opération quasi systématique et peu d'objets tiennent. Toute la maison devient trésor d'extraction, de forage, et seuls les intervenants adultes, contrairement aux autres jeunes, semblent intéresser Kevin. Les autres jeunes consistent assez peu. Kevin vient prendre la main de l'adulte pour l'amener bien souvent vers l'armoire à outils. On tente doucement, dans les premiers partenariats, de soutenir le travail de bricolage, en lui disant, bon, on peut essayer de travailler, de prendre la visseuse, les clous, mais on peut travailler après le goûter. C'était une des interventions à laquelle il semblait sensible. Mais avec Kevin, voilà le problème, c'est-à-dire qu'une fois qu'on bricole, on bricole. On est parti, ça continue, et ça n'a pas de fin, ça ne se capitonne pas, ça ne se ponctue pas. Et donc pour Kevin, dès qu'il y a la foreuse, la visseuse, les clous, les vis, eh ben on travaille, quoi, ça y est, on y va, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile pour Kevin d'accepter d'arrêter le bricolage pour s'autoriser à manger. Donc on a mis la première intervention, c'est on peut bricoler après le goûter. La deuxième, c'est on peut arrêter de bricoler pour le souper ou le dîner du soir parce que sinon ça continue à l'infini. Et donc on voit là toute la difficulté de travailler avec lui, puisque ça. Bon. Alors, il est passionné, je l'ai déjà dit, des ficelles, des câbles, de tout ce qui se. Enfin voilà, de tout ce qui en tout cas, semble l'intéresser. Donc on a introduit en parallèle à ça tous les jouets qui ont des ficelles et des câbles en tant que jouets. Donc les yo-yo, les cerfs-volants, les jocarets, enfin tout ce qu'on voudra, tout ce qui, par l'objet, semble quelque part rencontrer ses prédispositions, pour le dire vite et mal. De la même manière, on se rend compte que sa casse au niveau du cœur de logis est insupportable. Bon, il a arraché tous les rideaux, il a troué les murs, vous verrez des exemples dans le film après. On se dit qu'un des intervenants a l'idée de lui bricoler une petite tente dans le jardin. Ça n'a l'air de rien, c'est un fil de laine, c'est un fil, il faudra bien le tenir, sur lequel on vient mettre une petite bâche comme ça, et c'est juste à côté de l'institution, juste à côté de la maison où il casse tout. Et donc, curieusement, on se rend compte que là, on a déjà un bénéfice clinique quand même sensible, c'est que plutôt que de tout péter dans la baraque, il va casser la tente, en fait. Donc, il commence à mettre à mal systématiquement cette tente qu'on a construite à côté de la maison, embryon d'une place pour le sujet, pour le dire vite. Et donc, on reconstruit la tente, et parfois pour lui faire des blagues. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, avec les intervenants, on va vite rebricoler la tente à l'identique, et hop, dès que Kevin sort de la douche ou bien qu'il revient d'un autre truc, ah ben, elle est revenue. Donc voilà, on se rend compte que curieusement, peu à peu, les fugues s'estompent et qu'il est en train de casser la tente plutôt que de casser la maison. On a déjà gagné quelque chose. J'invente, c'est un grand mot, je propose à l'équipe ce que j'appellerais une présence en battement. La présence en battement consiste, parce qu'à partir du moment où vous voulez surveiller Kevin, vous êtes focalisé sur lui par un œil insupportable. Le côté scopique devient vraiment en trop. Et donc la présence en battement, c'est savoir où il est, ce qu'il fait, sans trop le regarder. Au fond, on va voir, ok, ça va, on s'en va. On voit ce qu'il fait, ça va, il ne fait pas le mur, il casse rien, ok, on repart. Donc, on commence à mettre l'équipe thérapeutique en battement, plutôt que focaliser sur la problématique du cas. Ce qui semble, curieusement, lui donner un peu d'oxygène et lui convenir parfaitement. On remarque aussi que lesté d'un objet, par exemple, Kevin, t'as pas envie de... Tiens, ma bouteille d'eau, 2 minutes, je dois ouvrir la camionnette, voilà. Hop, lesté d'un objet, il s'apaise. De la même manière, lui permettre ou lui proposer de participer au traitement de l'objet déchet, donc à la vaisselle, aux poubelles, enfin à tous ces petits riens qui n'ont l'air de 3 fois rien, mais qui pour lui finalement lui permettent de se mettre entre guillemets à travailler. Il travaille les poubelles, il travaille la vaisselle, il travaille... Même si à certains moments, il a obligatoirement besoin d'être débranché, assis dans une chaise roulante, puisque ça ne roule plus pour lui. Alors, j'ai intitulé cette partie-là du fil, donc le fil de laine, le fil du câble, du fil au film. Donc au bout d'1 an de prise en charge, Kevin habite les Glycines à Blicky et ça se voit.
Le corps de logis porte les marques, son corps aussi. Le fil logique de ces opérations nous reste souvent opaque, même si nous commençons à pouvoir recadrer ces demandes dans des contextes plus appropriés. On a tenu les grands-parents suicidaires à distance, il valait mieux, afin de séparer les problématiques, même si par la suite on a pu rebricoler, je n'ai pas le temps de le développer maintenant, mais enfin, le rapport à la famille pour Kevin a été un des enjeux thérapeutiques. Maintenant que ça fait 1 an, on commence un peu, entre guillemets, à se connaître, le partenariat commence à s'installer, on a laissé, et ça, il a fallu convaincre la direction, les détériorations apparentes, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il devait signer, il devait mettre sa marque sur le corps de logis, et que dès qu'on réparait les choses, dès qu'on repeignait, dès qu'on essayait de... ça n'allait pas. Il fallait recasser. Donc, quelque part, on a laissé sa signature à certains endroits, et ça a semblé lui convenir. On l'a rebaptisé, entre guillemets, on l'appelle Kev, et non plus Kevin, ou par son nom de famille. On a l'impression que cette version décomplétée de son prénom semble au mieux lui convenir. Peu à peu, on voit des moments de tendresse, des sourires qui commencent à émerger. Pour un gamin aussi ravagé, c'est rare. Et récemment, il a commencé, puisque le beau temps le permettait, à offrir des fleurs à certains de ses camarades qui consistaient pour lui très peu jusqu'alors. On se dit, Kevin est arrivé chez nous. Il a fallu 1 an, mais paf, il est là. Ce qui montre toute la distance entre l'entrée phénoménologique du corps, de la personne, du cas, et son entrée thérapeutique, c'est-à-dire le moment où on est vraiment à même de travailler ensemble. Et donc, ça n'est pas parce que la personne arrive qu'immédiatement le travail est possible. Parfois, c'est 1 an, 2 ans, surtout pour les grands autistes, parfois plusieurs années plus tard. Pour Kevin, au fond, au bout d'1 année de travail, les choses commencent à s'embrancher un peu mieux. On travaille le look, les vêtements, la coupe de cheveux. Moi, je prends la tondeuse, j'essaie de faire ce que je peux. Bon. Il a l'air tout content, il peut se confronter un peu au miroir. Bon, c'est plus tout à fait le cas pour l'instant, mais enfin, voilà. Le bain, la baignoire, l'eau, on se dit qu'il y a quelque chose de l'ordre du corps qui commence à émerger, qu'au fond, même si phénoménologiquement devant nous, on avait une personne en chair et en os, ben finalement, le corps est toujours en train de se construire, comme dans pas mal de psychoses. Et puis, on se rend compte aussi que ça fait pratique à plusieurs. Pratique à plusieurs du côté, il a tellement cassé toute la maison, il a tellement foré, il a tellement détruit, il a tellement abîmé les choses, qu'il est devenu un petit chouchou des hommes de métier. Les hommes de métier de l'institution se disent, mais il va se faire renvoyer celui-là, c'est pas possible, il casse tout. Et donc, les hommes de métier se disent, on va aller voir le directeur et on va proposer de lui construire une pièce pour lui. Et le directeur, ça c'est vraiment un des leviers du cas, le directeur accepte et dit oui, on va construire exprès pour ce gamin-là une pièce en plus dans la maison. Ça n'a pas marché, mais au moins on a une pièce en plus dans la maison. C'est toujours là. Mais parce que pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Kevin sentait que c'était trop pour lui qu'on construisait la pièce, bien entendu. Néanmoins, on a quand même une pièce en plus. Et on a surtout un meilleur partenariat avec la direction et avec les hommes de métier. Parce que vous savez comme moi que dans une institution psychiatrique, les femmes de ménage, les ouvriers, c'est le contre-pouvoir. Si vous ne les avez pas avec vous, vous ne ferez rien. Dans une institution psychiatrique, c'est d'ailleurs ce que Lichacha disait pour la fondation de la pratique à plusieurs, il avait remarqué que les psychotiques et les autistes s'adressaient beaucoup plus facilement à la femme de ménage qu'aux psychanalystes. C'est là qu'il a eu l'idée, quelque part, de ne plus mettre quelqu'un dans un bureau avec un divan soporifique, mais d'appliquer la dimension analytique à l'ensemble du setting institutionnel. Bon, on y reviendra. Donc, les hommes de métier, partenaires de Kevin, et finalement de la direction aussi, puisque je vous rappelle que dès le début, le cas montre que, bon, en tout cas, la direction avait certains enjeux de partenariat par rapport à nous. Alors, une autre scansion thérapeutique importante, c'est la mise en scène d'un autre méchant. Un autre, je vois un peu d'eau, ça. Elle comprend pourquoi. La mise en scène d'un autre méchant, en particulier en incarnant une grosse voix à consonance japonaise. Oh, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Oh, attention ici, il va pas casser. C'était vraiment comme ça. Donc, on était... Alors que lui, non mais
Je ne sais pas si toi tu l'as... C'était après que tu sois venu. Donc on a décidé d'imaginer, donc il a affaire à un autre dégueulasse, qui ne veut que jouir de lui, le foutre dans un sac poubelle dans un coin, en jouir en tant qu'objet plutôt que de lui permettre aucune possibilité subjective. Et donc on s'est dit que la mise en scène de l'autre méchant, ça pouvait être un dérouage du cas clinique. Ça a marché du tonnerre de Dieu. Kevin était... Mon Dieu, putain, ils sont devenus japonais ici. C'est le bazar. Donc, d'un côté, il était effrayé, et de l'autre, ça l'a aidé à se constituer une place moins turbulente. On peut peu à peu cesser d'user de cette grosse voix de japonais méchant comme je viens de la faire, et curieusement, ça c'est quand même incroyable, Kevin commence à s'intéresser au manga japonais, aux films, à la télévision comme objet de branchement et d'apaisement. Il nous surprendra d'ailleurs par une réelle passion pour le film La Zizanie, vous voyez tous, le film de Louis de Funès avec Annie Girardot, ce qui n'était jamais arrivé avant. Il n'avait pas de place possible pour regarder un écran de télévision, il n'avait aucune localisation possible dans l'autre. Et donc là, tout à coup, après l'histoire du japonais méchant, Kevin se met à regarder La Zizanie, où il est vrai que le couple se disloque alors que les machines envahissent l'espace conjugal. Lui, passionné par les zones de métier, les lessives, les foreuses, les machins. Kevin regarde le film de Louis de Funès, vous me direz c'est un peu vieillot, d'accord, on aurait pu, mais en tout cas il aime bien, ça c'est le principal. Donc, à ce moment-là, il n'est plus en train de casser toute la maison, il n'est plus en train de faire pique-pendre, il est assis sur un fauteuil en train de regarder quelque chose, ce qui est une position inédite dans la clinique de ce cas-là. Outre l'imaginaire, une autre piste fondamentale pour la suite de son accueil semble résider dans le fait de faire passer le bricolage du côté de l'intervenant. En effet, les intervenantes, d'abord, se sont mises à tricoter, silencieuses et tout à leur ouvrage, interdisant à Kevin de toucher au fil de laine, situation notable dans le rapport à l'objet envahissant des débuts de la prise en charge, mais l'autorisant à regarder le travail. Donc, elles sont là, lui, il a son Louis de Funès, elle tricote. Elle tricote, elle tricote, elle tricote, mais il ne peut pas toucher ni à la bobine de laine, ni à la réalisation qui en découle. Donc, finalement, un autre intervenant, même modalité, inspiré par les travaux de l'artiste Rosemary Troquel, lui, plutôt que de tricoter, commence à coller des fils de laine sur une toile, en fait, sur un tableau. Et, oh, surprise et merveille, Kevin s'en apaise et il accepte de ne pas toucher au travail des intervenants et les regarde faire attentif. Donc voilà, c'est la notion. Si on le laisse aux commandes du bricolage, foreuse, trou, machin, ça devient délirant. Si on lui dit, tu peux regarder ce que nous on fait, on tricote, on bricole, on colle, curieusement, il s'en apaise. Alors tout n'est pas gagné. Je vous parle d'une vignette clinique qui date de la fin du mois de mai de cette année-ci, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 6-7 semaines, où on peut noter qu'une certaine vigilance reste de mise. Kevin, récemment, s'est habilement débrouillé pour faire le mur, le bord, le fil, au moment même où les derniers ouvriers quittaient le hangar des ateliers protégés tout proche. Kevin s'est fait enfermer dans les ateliers protégés, et il pouvait alors laisser libre cours à ses opérations destructrices. Au début, c'était un peu Disney World pour lui, hein, donc il s'est faufilé quand les ouvriers terminaient leur travail, et il a pu casser tout ce qu'il voulait. Le fait est, c'est que ça, c'était le premier temps, puisque, à la fin, on l'a retrouvé le lendemain matin dans un champ de ruines, et il était méconnaissable, grelottant, les yeux complètement inversés. On peut se dire que, même si sa place est vacillante, c'est pas pour rien qu'il fait des fugues, il a affaire à un monde trop plein, un monde trop chaotique. Et malgré les réglages précis du groupe de vie, d'autres autistes ou psychotiques nous démontrent que c'est temporisé, c'est localisé. Enfin, voilà. Lui, il doit s'échapper, il doit fuguer. Et au fond, pourquoi est-ce qu'il fugue? On peut postuler parce que, foncièrement, il fugue parce que de place dans l'autre, il n'en a jamais eu. Il a été laissé tomber par le désir de l'autre, malmené dès les premiers jours de sa vie. Les grands-parents expliquaient que le père avait fait le tour du service de l'hôpital le jour de l'accouchement pour voler tous les neuroleptiques et tous les médicaments qu'il trouvait et repartir le lendemain titubant en ayant consommé tout ce qu'il n'avait pu trouver en psychiatrie avec le nouveau-né. Donc dès les premières heures, et même avant qu'il naisse, mais dès les premières heures de sa vie, Kevin a eu affaire à un autre assez particulier.
Il a été traîné comme un paquet dans toute la Belgique, naufragé de l'existence, loin, dans le pur réel, avec peu de ressources, peu de défense, peu de narcissisme, peu de vie. Il en est devenu insupportable, car insupporté par le désir de l'autre, pourrions-nous avancer. Donc, toute rencontre avec un nouvel autre, les glycines, le centre de jour, les équipes, les jeunes, tout ça l'angoisse. Il n'en a pas les coordonnées symboliques pour savoir y faire. Il se signifie alors par au moins 2 opérations. Vous avez déjà repéré vous-même. D'un côté, il se mord la main, il se tord le sexe, c'est une atteinte du corps propre. Ou de l'autre, il casse tout. Il atteint au corps de logis, finalement. On peut postuler que ces stéréotypies bien archaïques sont les moyens qu'il aura trouvés de longue date pour éviter d'être submergé par une angoisse totale, anéanti à nouveau par une nouvelle mauvaise rencontre, avec un autre méchant, un autre qui n'aime pas, un autre qui devient méchant de son absence ou de sa non-réponse. Voilà l'enfant qui n'avait que les rayons du soleil comme jouet. Bref, pas facile de se constituer un corps, une vie, un monde vivable, sans le secours du langage, de l'imaginaire, des objets, des partenaires, seul, face au néant, angoissé par l'énigme du désir. Que me veulent-ils? Sont-ils si gentils que ça? Vont-ils me frapper comme les autres? Vont-ils supporter mes inlassables opérations destructrices? Au fond, pas trop le choix, nous avons augmenté la médication de Kevin, afin de lui permettre d'accepter de différer ses demandes. Au fond, plus que toute réalisation, c'est passer d'un partenariat main dans la main, et main dans la main, c'est plus je te tiens par le col, passer d'un partenariat main dans la main trop réel à une relation plus élaborée par une parole tempérée, non intrusive, pas trop désirante à son égard. Bref, une position calculée, pacifiante, c'est ça que Kevin recherche. Une protection, une place, à l'abri de l'autre méchant, un autre moins fou, une possibilité de discuter hors sens, à même le réel de certains objets encore à réguler, pour lui permettre de se construire, peut-être, enfin, autrement. Voilà rapidement esquissé ce qu'on peut dire d'un cas accueilli en institution d'orientation lacanienne depuis presque 1 an. Disons qu'une éthique clinique de la pratique à plusieurs se doit d'envisager les enseignements d'un tel cas comme engageant à une sagesse clinique, prudence dans l'usage de la parole, disait Jacques Lacan. Prudence dans l'usage de la parole, oui, mais aussi possibilité d'un travail à plusieurs raisonné et calculé en équipe pour constituer un autre de synthèse bienveillant, pouvant dans le partenariat convenir aux psychotiques pour s'outiller d'intervenants troués et réglés dans son traitement du réel. Alors j'avancerai vers finalement la question de la pratique à plusieurs en institution. Je vous rappelle, pratique à plusieurs en institution, donc psychanalyse appliquée à la thérapeutique. Ça veut dire quoi cette affaire? Ben voilà, il s'agit d'accueillir chacun selon ses singularités, ses potentialités et ses modalités subjectives. Que chaque jeune puisse se construire son institution à partir des partenaires et des objets proposés. Au fond, on tente à plusieurs de proposer au quotidien un cadre réglé, adapté à chacun, pour lui permettre d'habiter sa langue pleinement en se construisant un corps, outillé de partenaires troués et réglés, ce qui permet parfois à certains adolescents d'élaborer des suppléances qui réduisent la fragmentation imaginaire, tempèrent la férocité des hallucinations signifiantes et permettent réellement de se construire un monde vivable. Tout l'enjeu est là. La folie n'est pas pour la liberté une insulte, elle est sa plus fidèle compagne. Elle suit son mouvement comme une ombre. L'être de l'homme non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait en lui la folie comme la limite de sa liberté, écrivait Jacques Lacan dans ses propos sur la causalité psychique en 1946. L'actualité psychanalytique, au fond, aussi bien dans la pratique à plusieurs que dans la clinique de l'autisme, avec tout l'effort contemporain pour distinguer les pathologies autistiques des schizophrénies et autres psychoses, me semble aussi résider dans l'ouvrage de Jean-Claude Malval, psychanalyste de Rennes, émérite, dont le dernier livre, L'autiste et sa voix, est si essentiel à notre clinique. Malval dit ceci: il s'agit de prendre au sérieux des inventions parfois aussi infimes que précieuses pour obtenir un apaisement. De Funès, Laplace, Kevin, les fils. Comment obtenir un apaisement et une mise au travail? Question essentielle. Donna Williams, si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir. C'est une des premières autistes de haut niveau qui a témoigné par écrit de son expérience.
courez acheter ce livre, si on me touche, je disparais. C'est un des premiers témoignages d'autistes. Et voilà ce qu'elle nous dit. La meilleure approche pour les autistes et les psychotiques serait celle qui ne sacrifierait pas l'individualité et la liberté de l'enfant à l'idée que se fonde la respectabilité de leurs propres valeurs, les parents, les professeurs et leurs conseillers. Quand celle-ci est suivie, quand le sujet autiste est placé dans des conditions où ses inventions et ses îlots de compétences sont valorisés et non tenus pour des obstacles à son développement, quand le choix de ses objets et de ses doubles est respecté, il s'avère possible pour lui, non pas de sortir de l'autisme, mais de son monde immuable et sécurisé, ce qui lui ouvre un accès à la vie sociale. Alors, seulement, peut advenir une mutation faisant de l'autiste un sujet responsable et assumant son devenir. Pour ne pas conclure, et pour revenir au début de cette petite bafouille, vous vous souvenez que j'ai parlé de Foucault et de l'histoire de la folie à l'âge classique, mon idée, c'est que les éléments ici rassemblés témoignent qu'un nouveau chapitre de l'histoire de la folie est en train de s'écrire. Et je ne résiste pas au plaisir, pour terminer, de vous montrer une description récente du travail cinématographique qui est en cours. Alors, j'espère que ça ne vous promet rien, hein, c'est du brut de décoffrage. Je vous ai amené un petit bout de film qui n'est pas fini, qui n'est pas monté, qui n'est pas mixé, mais qui quand même correspond depuis plus d'1 an à un magnifique nouveau projet de documentaire. Le titre provisoire est pour l'instant « Quelque chose à nous dire ». Les autistes et les psychotiques auraient évidemment quelque chose à nous dire. C'est toute l'éthique de mon exposé. C'est Clémence Hébert, jeune réalisatrice française, qui réalise ce film et qui vient très régulièrement à l'institution, qu'il en a été témoin. Elle participe à, je dirais, 4 ou 5 semaines de camp de vacances par an. Et la chance qu'on a eue, un petit peu comme pour le disque que certains d'entre vous ici connaissent, le disque Bocan avait été produit par la maison de disques Sobrosa et diffusé à Tokyo, à New York, enfin dans le monde entier, grâce à une bonne rencontre avec la maison de disques. Ici, pour le projet cinéma, on a la meilleure rencontre possible pour la Belgique, c'est les frères Dardenne. Donc, vous voyez qui sont les frères Dardenne, qui ont déjà obtenu 2 palmes d'or à Cannes, qui semblent s'intéresser au projet et qui vont normalement nous produire ce film qui devrait être diffusé sur Arte et la RTBF. Donc, je vous passe un extrait dans 2 minutes, juste en guise d'introduction. Ce film est aux antipodes, au fond, de certaines productions récentes et polémiques. Il n'y a pas lesquelles. Et il essaie de faire autre chose au niveau cinématographique, car oui, même s'il ne parle pas vraiment, les autistes ont plein de choses à nous apprendre. Voilà la ligne de base, c'est on peut en apprendre quelque chose. Le grand public sait assez peu de choses sur la qualité du partenariat clinique au quotidien, et assez peu de choses sur les joies partagées en atelier autour de vrais objets de travail, des vrais outils, pas en plastique, une vraie guitare, un vrai musicien, une vraie caméra, une vraie cinéaste. Car oui, si on joue de prudence et de délicatesse pour introduire le dispositif audiovisuel, ne voulant être intrusif pour personne, alors, on tombe sur un monde merveilleux qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer. Des moments touchants, de belles images, une présence silencieuse mais forte, une lumière envoûtante, des objets, des sourires. Pas intérêt de nous excuser tout de suite. Non mais oh, tu vas être comme un douillac. Elle va pas non mais oh ça. C'est moi putain. Putain. Il a foutu le feu dans l'ensemble de la douillac. C'est stress. Tu le feu dans l'ensemble de la douillac? T'emmerdes! T'encules! C'est moi, c'est froide. Position A, deuxième, voilà.
C'est enculé de ta race. Position A, 2, position A, 2, c'est moi ça. C'est moi ça.
fait quoi? Ouais, tu le sais, on va pas en parler, je veux. T'es attrapé les gens. Bah, regarde avec ton doigt là. Regarde à Wow, c'est pas nous. On va manger du couscous. La parvenue, c'était David Lobé. Mais je te jure, j'avais même pas vu c'était David Lobé. On ne voyait pas du tout qui c'était, ni on s'en compte. Pas parfois, on a envie de passer un peu. Ouais, c'était bien joué quand même. C'est fini. C'est la semoule de couscous, David Lobé. C'est la semoule, on va manger les trucs de David Lobé. Il a faim, David Lobé, il a faim, regarde. Secret David. C'est les premières vacances que David Lobé passe avec nous. Oh, il a son choix. Oh, c'est de bonne. Là-bas. Pause.
Ben ok. Ça peut bien se passer aussi. T'es content, dis donc? Ouais. Mais ouais, on peut être content aussi des fois. Et ouais. T'imagines quand ça sera un grand 26, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Peut-être qu'il sera plus oui, ça ira plus en blanc, je sais pas. Peut-être qu'il sera très loin, qu'il fera plus bêtise et qu'il pourrait peut-être avoir un appartement, peut-être tranquille tout seul. Sur Robert, peut-être. Sur Robert, peut-être.
Cool and